Aujourd'hui, on va parler un peu de fake news dans l'énergie. Et donc, l'objectif, c'est un petit peu de remettre à zéro tout ce que vous avez entendu à date sur l'énergie, parce qu'il y a des choses que vous avez entendues qui sont correctes, et il y en a d'autres qui sont un peu moins. Et puis, il y a des choses dont vous n'avez jamais peut-être entendu parler. Donc, c'est un peu une présentation coup de poing. Ça va aller très vite. Le but, c'est pas de vous mettre KO, mais le but, c'est qu'après, quand j'ai fini mes coups de poing, eh bien, on puisse un peu en discuter et je serais ravi d'échanger avec vous. Et donc, comme j'ai 40 minutes, il faut que je me dépêche. Et donc, on va commencer par un peu la première fake news du siècle, hein, la croissance infinie dans un monde fini. Alors, le Covid a eu quelques inconvénients pour beaucoup d'entre nous, mais il a eu quelques avantages, notamment un, c'est que les Français ont appris ce qu'était la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, c'est une fonction qui double à intervalles de temps réguliers. Donc, par exemple, là, le PIB, on regarde depuis 2000 ans, il a doublé entre 72 et 94 en 20 ans. Il a redoublé entre 94 et 2014 en 20 ans. Donc, c'est bien une fonction exponentielle. Et il y a des économistes, qui sont même des prix Nobel, qui pensent que ça va encore doubler dans les 20 prochaines années. Pourquoi pas ? Alors, on rentre dans le vif du sujet, la transition énergétique, c'est la fake news du siècle, sans aucun doute, puisque à date, comme vous pouvez le constater, on n'a jamais remplacé une énergie par une autre, on ne les a qu'empilées les unes sur les autres. Donc on a commencé par du bois, on a empilé avec du charbon, on a rajouté du pétrole, on a rajouté du gaz naturel, de l'hydraulique et même des énergies renouvelables qu'on voit ici. Alors, c'est des données à 2012, donc ça a augmenté depuis, hein, bien évidemment. La seule transition énergétique qui ait eu lieu à date, c'est qu'on a remplacé du rouge par du vert, du nucléaire par du renouvelable. Ça tombe bien, aucune des deux émettait de CO2. Bon, pourquoi pas. Et donc effectivement, quand on prend un peu de recul sur le mix d'énergie, alors on parle beaucoup de ça. Donc ça, c'est 80% du temps, on parle de moins de 20% des choses, c'est ça, hein, c'est le nucléaire, en tout cas en plus chez nous d'ailleurs, et le renouvelable. Mais ce qu'on voit, c'est que les énergies fossiles, ça met quand même beaucoup de temps à descendre. Mais si on est un petit peu optimiste, a priori d'ici 2040, on pourrait passer sous cette ligne de 80%. C'est pas mal, sachant que l'an dernier, avec ce qui s'est passé avec la Russie, vraisemblablement, il y a quand même une hausse, une augmentation du charbon en Chine ou encore en Europe pour se substituer au gaz naturel. Et que ça, malheureusement, ça ne va pas forcément dans le bon sens. Alors, si on regarde rien que l'électricité, par exemple, on nous dit toujours « Oui, la voiture électrique, c'est génial. Oui, mais d'accord, il y a encore un peu de charbon, mais on est en train de décarboner l'électricité. » Ah bon ? Où ça ? Parce que moi, je vois 40%, 60% qui est énergie fossile, et là, je suis toujours à 60%. Donc la décarbonation de l'électricité, je ne la vois pas encore sur les graphiques. Ce qu'on fait effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on remplace du nucléaire par du renouvelable, notamment en Allemagne. À part ça, la décarbonation, c'est pas encore pour tout de suite. Alors par contre, il y a un truc qu'on sait très bien faire, ça on en parle un peu moins, c'est qu'on est champion du monde des importations de gaz de schiste. D'accord ? Donc ça, c'est la France. Cocorico, il y a 2-3 trucs où on est bon. Le football, de temps en temps. Et le gaz de schiste. Alors, bien évidemment, il est interdit de l'exploiter et de l'exploiter chez nous. Il est même interdit de regarder s'il y en a. Alors qu'on a quand même une certaine expérience dans l'exploitation du gaz. Pas très loin d'ici d'ailleurs, hein, dans la région de Lac. Donc, champion du monde de l'exploitation. Donc là, c'est le fameux 2 poids 2 mesures ou double standard de la France. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un petit peu notre transition énergétique. On va essayer de remplacer du gaz russe par du gaz américain, qui, comme vous le savez, est un tout petit peu plus polluant. Le charbon, l'énergie du passé, on aimerait bien que ce soit le cas, parce que le charbon, c'est quand même presque la moitié des émissions de CO2, plus de la moitié de l'augmentation des émissions de CO2 depuis que Montagne existe. Et là, vous voyez qu'en Europe, il y a certains élèves qui ont des électricités plus vertes que d'autres. Alors ça circule beaucoup sur Internet, donc je pense que vous êtes au courant. L'Allemagne a encore à peu près 30% d'électricité à base de charbon et de lignite, qui est encore pire que le charbon.
Et puis vous pouvez voir aussi sur cette carte que finalement tous les pays à gauche ils sont plutôt dans le vert et puis les pays à droite sont plutôt dans le rouge. Et ça tombe mal parce qu'en fait avec l'élargissement en 2004 aux nouveaux États membres, qui a peut-être été une des causes de cette baisse de croissance en France, puisqu'on a beaucoup désindustrialisé, eh bien en fait on est allé mettre des usines des pays verts dans les pays rouges, donc Pologne, Turquie, Maroc. Donc ça, est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour la transition énergétique? Est-ce que ça fait baisser les émissions de CO2? C'est pas forcément évident. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise le charbon? Parce que le charbon, c'est moins cher. Ça pollue, ok. Ça émet du CO2, d'accord. Mais comme ces externalités n'ont pas de coût, c'est les trois principales usines du monde, que sont la Chine, l'Allemagne et les États-Unis, fonctionnent au charbon. Alors là, une fois de plus, c'est un graphique de 2013, donc ça a un peu diminué. En Allemagne, on est plutôt à 30%, ça a baissé. Mais en Chine, ça reste encore très significatif. Et nous, en France, on est quand même dans les meilleurs élèves. Par contre, on se lamente de notre nucléaire. C'est marrant, on a l'électricité à la fois la plus décarbonée d'Europe et on est en même temps le pays qui a le plus désindustrialisé, ce qui est quand même assez surprenant. Et oui, quand on voit un petit peu ce qui s'est passé, alors j'aime bien ce graphique parce qu'il y a des termes là-dessus qu'on n'utilise plus beaucoup, comme par exemple le tiers-monde. Ça n'existe plus, le tiers-monde. Maintenant, c'est les pays en voie de développement ou d'ailleurs déjà presque développés. Mais s'il n'y a pas de transition énergétique, par contre, il y a une vraie transition géographique. Et ça aussi, Jean-Marc en a parlé tout à l'heure. Ou alors une délocalisation énergétique. Et on voit par exemple, notamment à partir de 2000, et là c'est la Chine qui accède à l'OMC, qui a quand même 20% des moyens de production au niveau mondial, qui passe des pays de l'OCDE, on va dire peut-être des pays de l'Occident, à ces pays du tiers-monde, ou finalement peut-être du second monde, qui représente la moitié des pays au niveau mondial. Et ça, forcément, ça se voit. Alors, en France, on ne vous le dit pas trop. Les écolos, d'ailleurs, ne vous le disent pas trop quand ils vous disent « Ah oui, la France, c'est génial, on a baissé nos émissions de CO2 depuis 1990. Super, ah bon ?» Et dans quel secteur on les a baissées alors? Dans le transport, avec nos voitures diesel qui devaient sauver la planète? Non, ça a augmenté. Dans le bâtiment, par exemple? Pas beaucoup. Dans l'agriculture? Un peu, mais ça, c'est peut-être parce qu'on s'est tiré une balle dans le pied en mettant des sanctions aux Russes et qu'on leur produit moins de porc et de trucs comme ça. Énergie, oui, effectivement, depuis 90, on a continué à faire baisser notre consommation et de fuel et de charbon. Mais surtout, l'éléphant dans la pièce, c'est l'industrie. Avec une baisse des émissions de CO2 de 40% depuis 1990. Alors, ça ne veut pas dire ça ne sont pas que des fermetures d'usines, mais c'est probablement la moitié du problème. Et l'autre moitié, c'est qu'on a fait quand même des économies, on a amélioré des processus. Mais donc, en gros, notre baisse des émissions de CO2, c'est surtout le credo un peu favori de ce que j'appelle nos escrolos. La meilleure façon pour baisser les émissions, c'est de fermer les usines. Plus d'émissions, plus de pollution. Bon, plus d'emplois, ça on ne le dit pas. Accessoirement, explosion du déficit commercial, on ne le dit pas, ça n'intéresse personne. Mais pour l'instant, c'est le seul logiciel qu'ils ont trouvé. On ferme les usines. Bon, pas sûr que ça marche très longtemps. Alors, ça ne va peut-être pas marcher très longtemps parce que ça commence à se voir. Il y a très peu de politiques qui en parlent, mais j'ai vu récemment, je crois que c'est Laurent Wauquiez qui a fait une sortie. Et moi, j'avais dit, le jour où vous avez un homme politique qui vous parle d'émissions importées, vous pouvez commencer à l'écouter. Parce que c'est ce qui s'est intéressé au sujet. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les émissions importées, c'est plus de la moitié de notre empreinte carbone. Donc aujourd'hui, on vous dit oui, il faut prendre l'avion, pas plus de 4 fois dans sa vie. Bon, sachant que le secteur aérien français représente moins d'émissions de CO2 que la plus grosse centrale à charbon allemande. Ça, faut pas le dire parce que sinon, vous vous faites engueuler. Mais voilà, aujourd'hui, plus de la moitié du problème, il est importé. Est-ce qu'on fait quelque chose pour réduire ces émissions importées, qui font le lien avec ce dont disait Jean-Marc, qui est cette importation de déflation, qui nous a permis de
Alors, je ne suis pas d'accord sur le pouvoir d'achat qui augmente. On a juste passé de pouvoir d'acheter des produits made in France à des pouvoirs d'acheter des produits made in China. C'est du pouvoir d'acheter des produits de qualité à des pouvoirs d'acheter de la merde. Mais est-ce que ça a augmenté? Oui, c'est sûr. Et donc là, on voit que ça, c'est un gros problème. Et finalement, donc, on ne le traite pas. Personne ne parle des émissions importées. C'est plus la moitié du problème. Nous, on préfère parler des avions, on préfère parler de choses. Oui, il faut remplacer du nucléaire par des renouvelables. Bah oui, ça tombe bien, oui. Décarboné par décarboné, ça va bien marcher. Bon, alors forcément, quand on regarde les émissions de CO2 au niveau mondial, elles augmentent. Et voir, Louis, je serais un peu surpris, mais est-ce que c'est pas à partir de 2003 qu'il y a une petite cassure? Donc, je ne sais pas si c'est de votre faute, mais on voit qu'en fait, elles n'ont jamais autant augmenté depuis qu'on s'y intéresse. Donc, parfois, je me demande, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire comme pour le reste, regarder ailleurs? Parce que là, on le voit bien, les seules façons qu'on ait trouvées pour faire baisser les émissions de CO2, les meilleures, ce sont les banquiers. Bonne crise financière, ça marche bien. Ça ne marche pas longtemps, il y a un effet rebond, après ça repart. Donc après, on s'est dit, bon, les banquiers, c'est pas suffisant, on va essayer les pangolins. Bon, le pangolin a bien marché aussi. Le pangolin a bien marché, mais pas très longtemps non plus. Donc là, 2022, sans surprise, année où l'humanité aura émis le plus de CO2 de son histoire. Bon, ben voilà. Donc c'est là où nous en sommes, mais forcément, si on ne s'attaque pas aux causes, les chances qu'on réussisse à les faire diminuer sont limitées. Alors, la cause principale, ce que j'appelle l'éléphant dans la pièce, on en a parlé tout à l'heure. Hein, qu'est-ce qui a pu se passer là? C'est la Chine qui adhère à l'OMC en décembre 2021. Et là, tous les pays, États-Unis et Europe, qui vont aller installer leurs moyens de production, ça arrange tout le monde. Les Chinois, les escrolos français, plus de pollution, plus rien. Tout se passe en Chine. Et donc, en fait, la vraie, comment dirais-je, hypocrisie dans ce problème, c'est qu'on le sait. Quand vous parlez avec Pascal Lamy, qui était à l'OMC, il le sait pertinemment. Il va juste vous dire, il faut mettre une taxe carbone, ça résoudra tous les problèmes. Moi, je ne pense pas que ça va résoudre tous les problèmes du jour au lendemain. Alors, quand même intéressant, les États-Unis de Donald Trump, que vous voyez ici, très bons élèves. Parce qu'on ne le dit pas trop, mais Donald Trump est une des personnes qui a le plus réduit les émissions de CO2. Pourquoi? Parce qu'il a simplement remplacé du charbon pour fabriquer l'électricité par du gaz. Ça émet moins de CO2. Et c'est pour ça que vous avez cette belle performance. Alors, une autre fake news, le fameux pic pétrolier, vous savez, dont on parle depuis 40 ans. Il y a 40 ans, il restait 40 ans de pétrole. Alors, je vais essayer de l'expliquer très rapidement. Qu'est-ce que c'est le pic pétrolier? Le pic pétrolier, c'est quoi? C'est quand on a des coûts d'extraction du pétrole qui augmentent. Alors, je rappelle deux choses, deux évidences pour tout le monde. Le pétrole, c'est comme le soleil, c'est comme le vent, c'est bio et c'est gratuit. Ce qui n'est pas gratuit, c'est de l'extraire. Extraire le soleil, c'est pas gratuit, il faut mettre un panneau. Extraire le vent, c'est pas gratuit, il faut mettre une éolienne. Extraire le pétrole, c'est pas gratuit, il faut mettre un puits, il faut aller le chercher. Et qu'est-ce qui se passe sur le pétrole? Son coût d'extraction augmente, mais vous, votre portefeuille, il n'augmente pas. Donc, à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir le payer. Et comme c'est une énergie qui est mondiale, en fait, le moment donné, c'est entre 100 et 150 $ le baril, parce qu'à ce moment-là, vous commencez à détruire de la demande. C'est-à-dire que les gens qui peuvent plus payer le pétrole, ils font autre chose, ils prennent un vélo, pour caricaturer. Et donc, vous irez chercher le pétrole sous les pieds qui coûte 150 $ à extraire. Je rappelle que 150 $, c'est pas cher, hein, c'est moins que de l'eau minérale. D'accord, on est d'accord, parce que quand vous allez faire le plein à la station d'essence, vous prenez 1 litre de pétrole, d'essence, ça coûte 2 €. Et ça, vous faites un plein de taxes, pas un plein de pétrole. Le pétrole, lui, il ne coûte pas 2 €, il coûte 90 centimes. 90 centimes, c'est moins que l'eau pétillante. Ou même d'ailleurs de l'eau plate. Alors pourquoi le pétrole, on nous disait il y a 40 ans qu'il en restait 40 ans, aujourd'hui on nous dit qu'il en reste toujours 40 ans. Et donc quel est ce problème avec le pétrole? En fait c'est assez simple, même si c'est très compliqué, c'est la partie la plus aride de la présentation, donc je vais aller vite. En gros, on a une façon de mesurer les réserves qui est très conservative et qui consiste, quand on trouve un puits de pétrole, à ne déclarer que 10% de sa valeur. Et après, au fur et à mesure des années, on va déclarer la suite. Et donc on se dit, c'est génial, ça augmente. En fait, non.
La vraie méthode pour mesurer les puits de pétrole, c'est que quand on découvre le puits de pétrole, on déclare une valeur qui a 50% d'être plus élevée et 50% d'être plus faible. Ça, c'est ce qu'on appelle les réserves 2P, donc prouvé plus probable. Et quand on fait ce travail, on voit qu'en fait, ça n'augmente plus artificiellement, mais ça baisse. Alors, l'autre raison pour laquelle ça augmente artificiellement, c'est parce que ce qu'on appelle ces réserves 1P, ce sont des réserves financières et politiques, qui fait que, par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un, fin des années 2000, comme Hugo Chavez, qui va dire, moi, au Venezuela, j'aimerais bien avoir les plus grandes réserves pétrolières du monde. Ah, d'accord. Et alors, qui est l'autre principal producteur, enfin, qui a les principales réserves? Ça s'appelle l'Arabie Saoudite. Ah bon? Combien ils ont? Ils ont 260 milliards, monsieur Chavez. Très bien. Nous, ce sera 262. Voilà. Alors, sur le coup, les gens rigolent comme vous. Et puis, 2 ans après, c'est repris par BP. Et puis, plus personne rigole. C'est dans les chiffres. Donc, aujourd'hui, les plus grandes réserves de pétrole, c'est le Venezuela, à 262 milliards de barils. Donc, il faut plutôt regarder la courbe verte, comme vous l'avez compris. Et quand on regarde la courbe verte et qu'on regarde 1985, on est à peu près à 60 ans de consommation. Et quand je regarde 30 ans plus tard, 30 ans. Donc le compte est bon. Alors, ça ne veut pas forcément dire que dans 30 ans, il n'y en aura plus du tout. Par contre, il est possible que, vu qu'on découvre de moins en moins de pétrole, par rapport à ce qu'on consomme, on ait une contrainte qui arrive sur le pétrole. Et alors, figurez-vous que cette contrainte est d'ailleurs peut-être déjà derrière nous. Parce que quand on prend un petit peu de recul sur la production de pétrole, on voit qu'à partir des années 2000, on a un plateau, là, 2005, sur l'extraction mondiale hors États-Unis. C'est ça d'ailleurs qui fait que les prix du pétrole augmentent, puisque vous avez en même temps la Chine qui se développe très fortement et une contrainte sur la disponibilité. Donc c'est ça qui fait augmenter les prix, c'est ça qui fait augmenter l'inflation, c'est ça qui fait augmenter les taux directeurs des banques centrales, et c'est ça qui, in fine, aboutit à la crise financière de 2008. Et vous ne serez pas surpris d'ailleurs si on est dans une logique un petit peu similaire en ce moment, augmentation des coûts de l'énergie, augmentation des coûts de l'inflation, augmentation des taux de la Banque centrale. Qu'est-ce qui se passera après? Je ne sais pas. En tout cas, sur le pétrole, ce qui s'est passé, c'est que pour l'instant, on a passé un maximum en 2018, en novembre 2018, pour être précis, à 85 millions de barils par jour, et que depuis, on n'a plus et jamais atteint ces niveaux, et qu'en ce moment, étant donné que l'Arabie Saoudite a déjà baissé de 2 millions de barils sa production cette année, je ne prends pas beaucoup de risques pour dire qu'en 2023, on sera toujours sous ce niveau. Et à mon avis, vu le niveau des taux des banques centrales, 2024 et 2025 devraient être assez similaires. Alors, où est-ce qu'on a du pétrole? Ça, c'est un graphique un peu intéressant, un tout petit peu compliqué, mais en gros, on est allé regarder entre 2005 et 2018 tous les pays producteurs de pétrole et de savoir qui a augmenté sa production, qui a baissé sa production. Ceux qui ont baissé leur production, ils sont dans cette partie à gauche. Et donc, par exemple, là, on part, ça c'est le Mexique, hop, on rajoute tous les autres, on rajoute la Norvège, et donc c'est du plus grand au plus petit. Et puis après, quand je passe ce point, là, c'est les pays qui ont augmenté leur production. Donc là, j'y suis là, je rajoute celle de l'Inde, je rajoute le Soudan, etc. Et donc, vous voyez que, hors Irak et États-Unis, toutes les hausses compensent les baisses. D'accord? Donc, tous ces pays-là, en fait, leur changement de production se compense les uns les autres. Donc, on a 2 pays qui font la hausse depuis 2005 et 2018, Irak et États-Unis. Alors, si on regarde un petit peu de plus près, l'Irak, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, la fameuse fake news du siècle. Alors, on cherche encore les armes, on ne les a pas trouvées. Par contre, il se trouve qu'il y avait du pétrole. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, on a pu relancer quand même la production de pétrole en Irak, comme vous voyez, à des niveaux qui n'avaient jamais été atteints sur les 40 dernières années, presque 5 millions de barils par jour. À mon avis, on ne pourra pas augmenter beaucoup plus que ça. Donc, il n'y a pas grand-chose à aller chercher en Irak, à part peut-être des armes de destruction massive bien cachées. Sur les États-Unis, donc il nous reste un peu, on en a parlé tout à l'heure, la révolution du pétrole de roche-mère, dit pétrole de schiste. Bon, on a passé un pic aussi en 2020. Est-ce qu'on va le réatteindre? C'est pas forcément évident.
Et en fait, si on n'arrive plus à augmenter la production de pétrole aux États-Unis, bah, en fait, on confirme notre pic tout pétrole, puisque l'augmentation de pétrole des 10 dernières années, c'était principalement les États-Unis. Et ça marche aussi pour le gaz. Alors pour le gaz, c'est un petit peu inquiétant, puisque c'est vraiment nous, en Européens, désolé pour les... on mise tout sur le gaz de schiste américain. Il n'y a pas beaucoup de producteurs de gaz dans le monde, en fait. Le pétrole, il y en a 3 principaux. Hein, c'est Russie, Arabie Saoudite et États-Unis, à peu près tous à 10 millions de barils par jour pour une production totale de 80 millions. Sur le gaz, vous avez la Russie, vous avez les États-Unis, vous avez le Qatar et l'Australie. Le Qatar, ils sont en train de vendre tout leur gaz aux Chinois. Parce qu'en fait, nous, en Européens, vous savez, comme on veut sauver la planète, on ne signe pas de contrat à long terme. Bon, ben, les Qataris disent, vous êtes gentils, mais moi, j'ai besoin de contrats à long terme pour financer mes infrastructures. Donc, je vais le vendre aux Chinois. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas grave. Parce que les Chinois vont nous le revendre derrière. Pas au même prix. Ils nous le revendront derrière, il n'y a pas de problème. Donc, les États-Unis, à mon avis, sur le gaz, on n'est pas très loin de ce pic. Donc, est-ce que mettre tous nos œufs dans le même panier, est-ce que c'est très pertinent? Je ne sais pas. Question un peu rhétorique, d'ailleurs. Et donc, cette histoire, certains d'entre vous sont peut-être connaissent ce livre, Limits to Growth, qui a été publié en 2000. Alors, c'est pas un livre, c'est une étude, en 72, il y a 50 ans maintenant, qui disait, en gros, entre 2010 et 2030, ça va coincer sur quelque chose. On ne sait pas vraiment sur quoi, peut-être sur les ressources, peut-être sur autre chose. Et qu'à partir du moment où ça va coincer, ça va entraîner les autres conséquences avec elle. Et c'est quoi la particularité de ce modèle? Ben, c'est le seul modèle économique qui part du principe qu'en fait, on a un stock, que la planète est ronde. Les autres modèles économiques, c'est je te fais du 2% de croissance pendant 40 ans. Est-ce qu'il y a des ressources? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura bouffé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des trucs? J'en sais rien. Donc le seul modèle, et même à date, aujourd'hui, 50 ans plus tard, je ne connais pas d'autres modèles qui ont juste pris en compte le fait que la Terre est ronde. Bon. Donc eux, ils l'ont fait. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire du 100% renouvelable comme au Moyen-Âge? Parce que 100% renouvelable, c'est les régimes de croisière de l'humanité. Hein. Je rappelle que les énergies fossiles, on les a découvertes, en tout cas, on a commencé à les utiliser au début du 19e siècle avec la première révolution industrielle au Royaume-Uni, qui d'ailleurs est assez heureuse puisqu'elle a permis de mettre fin quand même à l'esclavage. Hein. Les Anglais, ils n'ont pas fait ça par bonté d'âme, hein. C'est juste parce que ça coûtait moins cher que les esclaves. Donc, ils ont dit, on arrête l'esclavage, c'est pas bien. Machin. Non, c'est juste la révolution industrielle. Donc, est-ce qu'on peut faire 100% renouvelable, comme voudraient tous nos escrolos? Alors, où est-ce que la France? Bon. Alors oui, l'Islande, ils font presque 100% renouvelable. Ah oui, l'Islande, c'est vrai, mais ils sont sur un rift. Ils ne sont pas très nombreux en Islande. Bon, alors, c'est pas grave. La Norvège. La Norvège, je ne sais pas, vous êtes déjà allé, mais c'est quand même un produit. Ils ont beaucoup de lacs et puis ils sont toujours pas nombreux. Costa Rica non plus. Oui, mais c'est pas vrai. Le Brésil, ils sont nombreux. Bah oui, le Brésil, ils sont nombreux. Mais c'est un très, très grand pays. Ils sont assez dotés ou gâtés par la nature. Donc, en fait, quand on est un pays où on est assez nombreux et encore, nous, on est gâtés par la nature. Hein, parce qu'on est quand même... D'ailleurs, c'est marrant, à chaque fois que les Allemands nous emmerdent sur l'énergie, on leur rappelle quand même qu'on a plus de renouvelables que chez eux. Hein, ça, les gens ne savent pas. Mais comme on a beaucoup d'hydraulique, vu que nous sommes les inventeurs et les précurseurs de la houille blanche, avant qu'on vende tout ça aux Chinois, eh bien, nous avons une part quand même importante de notre énergie qui est renouvelable. Donc, 100% renouvelable, oui, mais effectivement, il va falloir se rapprocher un peu du Moyen-Âge, consommer 2, 3, 4 fois moins. C'est le nouveau credo du gouvernement, hein, c'est les plans sobriété. Vous aviez eu en hiver dernier le plan sobriété hiver. Là, vous avez eu hier le plan sobriété été, acte 2. Et donc, interdiction d'allumer la climatisation s'il ne fait pas 26 degrés. Attention. Sinon, c'est police, etc. Et par contre, peut-être, je crois qu'ils vont peut-être mettre en place des attestations pour certaines professions, au cas où, pour aller chercher un 24 ou un 23 degrés. Bon. Ils y réfléchissent. On va les laisser réfléchir. Alors,
Bon, le problème, je vous parlais un peu du pétrole, mais le problème, c'est qu'il y a quand même un petit lien avec l'économie. Donc là, quand on regarde, par exemple, le PIB mondial, moi, je n'aime pas trop regarder les pourcentages. Moi, je préfère regarder les valeurs absolues. Ça me parle plus. C'est quoi? Flux physique. Donc ça, c'est la croissance du PIB, mais en trillions de dollars. OK? Et en face, en fait, je l'ai modélisé en utilisant l'extraction du pétrole. Et on voit qu'il y a un tout petit lien. Alors, et que donc faire de la croissance sans pétrole, même si ça n'arrange pas nos hommes politiques, je crois malheureusement que ça va être un peu plus compliqué. Question, comment est-ce qu'on fait pour se déplacer? Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer sans pétrole? Parce que le pétrole, malgré tout ce qu'on dit, c'est quand même 95% du transport. Hein. Le transport, c'est pas juste quand on va au boulot. Hein. C'est aussi pour transporter tout ce qu'on achète en Made in China, hein, qui vient par bateau, bien évidemment pour l'avion. Bon, l'avion hydrogène, je suis un peu réservé, on pourra en parler plus tard, mais ça me semble compliqué de faire voler un avion à hydrogène. Enfin, ça fonctionne, mais je sais si vous voulez par exemple remplacer tous les avions qui atterrissent et d'école de Charles de Gaulle avec des avions à hydrogène, c'est 16 réacteurs nucléaires. Bon, on peut y aller, mais déjà on est en train de se battre pour en construire un seul. C'est difficile. Alors 16, que pour Roissy, hein, pas pour toute la France, bien sûr. Bon, alors bien sûr, à chaque problème complexe, il existe une solution simple et fausse. Ça va surprendre personne. La fameuse voiture électrique. Alors la voiture électrique, c'est bien, mais ça va prendre un petit peu de temps, parce qu'en fait, il faut remplacer toutes les voitures qui circulent. Hein, 40 millions en France. Donc moi, je suis allé voir qu'est-ce qui se passait dans le paradis de la voiture électrique. Paradis, c'est la Norvège. C'est là où il s'en vend 90% des voitures neuves sont électriques. Pourquoi? Parce qu'elles coûtent 2 fois moins cher que la voiture thermique. Ou plutôt, la voiture thermique coûte 2 fois plus cher. C'est-à-dire qu'il y a 100% de taxes, grosso modo, dessus. Ça fonctionne, mais aujourd'hui, en gros, quand on vend 90% de voitures neuves, c'est-à-dire que dans le parc, aujourd'hui, en Norvège, on a à peu près à 20%, une voiture sur 5. Donc, l'économie de carburant, c'est à peu près 20%, puisque c'est sur le parc. Nous, ça va prendre combien de temps d'arriver à 90%? A priori, on vise 2035. 2035, ça représentera combien du parc? 20, 25%, je ne sais pas. Donc, on va pouvoir économiser 20% sur le pétrole. Pas sûr que ce soit suffisant. En France, on n'a pas de pétrole. Alors, j'essaie toujours de trouver des variantes avec les idées. Parfois, on a certaines idées. J'ai un peu d'espoir, mais malheureusement, ça ne dure jamais très longtemps. Alors, ce graphique, je l'ai mis à jour récemment. Quand il n'y avait pas 2022, 2021, ça faisait déjà peur. Alors là, 2021 par rapport à 2022, franchement, ça va, à moins 130 milliards d'euros, c'est pas la mer à boire. Là, on est quand même à moins 180 milliards d'euros. Alors, on vous communique un chiffre qui n'est pas le même parce qu'on n'utilise pas la même convention et ça permet de réduire ce déficit commercial, mais le déficit commercial, il est bien à plus de moins 180 milliards d'euros. Donc ça, c'est pas quand même une très bonne nouvelle. Si on était capable de faire quelque chose, consommer un peu moins de pétrole, et accessoirement, celui dont on parle jamais, c'est celui-là, hein. Industrie manufacturière hors voiture. Je ne sais pas qui était ministre de l'économie en 2014, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Ça ne va pas être très sensible au sujet, à mon avis. Bon, est-ce que c'est pertinent de construire des voitures vertes avec des voitures noires? Je ne sais pas si vous le savez. Certains d'entre vous ont peut-être une voiture électrique. Est-ce que quelqu'un a une Tesla? Une Tesla, bon. Fabriquée en Chine? Ah, elle date de quand? Vous l'avez reçue quand? Quelques semaines, vous avez peut-être une chance qu'elle vienne d'Allemagne. Si c'est l'an dernier, c'est la Chine. Mais effectivement, depuis quelques semaines, il y a l'Allemagne. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Depuis 20 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a allé des pays rouges vers les pays verts. Ça coûte trop cher, ça coûte moins cher. Ça pollue pas, ça pollue plus. Et donc, on a fait exactement l'inverse de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on a délocalisé dans des pays où ça polluait plus. La transition énergétique, c'est facile. On relocalise chez nous. Alors, sauf que, bien évidemment, ça ne se passe pas juste avec l'opération du Saint-Esprit en faisant une petite keynote speech avec Elon Musk. Hein. Il faudra faire un petit peu plus que ça. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, donc vous avez reçu un bonus pour votre voiture électrique?
Vous avez reçu un bonus. En fait, ce qui se passe sur les bonus, c'est que comme 80% des batteries sont fabriquées en Chine, au charbon, en fait, on subventionne la Chine. Par exemple, en 2020, 300 millions d'euros. Voilà. 50 000 voitures. Donc 50 000 Renault Zoé, Peugeot 208, fois 6 000 euros pour les batteries. 300 millions qui partent en Chine et d'ailleurs un peu aussi en Pologne, parce qu'il ne faut pas faire de jaloux, et pour les aider à devenir les champions du monde de la voiture électrique. Bon, la Chine, ils n'en ont pas besoin, c'est déjà le cas. Ils font déjà 2 voitures sur 3. C'est déjà le deuxième fabricant de voitures. J'avance un peu, mais deuxième fabricant de voitures électriques vendues en Europe. La Chine n'avait jamais réussi à vendre une voiture avant, il y a 2-3 ans. Regardez. Là, on les voit ici. Donc, avant 2019, ils n'ont jamais vendu une voiture en Europe. Et là, c'est le deuxième fabricant de voitures électriques. Derrière l'Allemagne, alors c'est beaucoup de Tesla là. C'est un peu de Tesla, un peu de Dacia Spring. Et c'est même pas des constructeurs chinois, c'est des constructeurs européens qui fabriquent en Chine. Et je pense qu'en 2025, je ne prends pas beaucoup de risques en disant que ce seront le numéro 1. D'ailleurs, ils sont devenus numéro 1 mondial exportation des voitures devant l'Allemagne et le Japon il y a quelques mois. Alors le problème de la Chine et d'en dépendre, c'est que en fait, on est en train de remplacer une dépendance à l'OPEP. Alors 30%, mais même avec l'OPEP+, où on va inclure la Russie, on est plutôt à 40%. Et ça, on va le remplacer par la Chine. Alors je dis 40%, mais je me suis trompé, c'est pas 40% d'ailleurs. C'est 80%. Puisque sur le cobalt, par exemple, ils maîtrisent 80% des capacités de raffinage dans le monde. Donc tant qu'on a des batteries qui utilisent du cobalt, on est pieds et poings liés avec les Chinois. Alors la bonne nouvelle, parce que je suis obligé d'en donner de temps en temps des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des batteries sur lesquelles on travaille qui n'utilisent plus de cobalt. Alors par exemple, c'était les lithium fer phosphate qui sont peut-être dans votre batterie d'ailleurs. Et il y en a même qui n'utilisent plus de cobalt, plus de lithium, plus de nickel. Ça, c'est des batteries sodium-ion. On a une entreprise française qui s'appelle Tiamat Energy qui fait ça. Peut-être que j'irai mettre un peu d'argent chez eux d'ailleurs, si je vais regarder. Mais je ne donne pas de conseils financiers, ce n'est pas mon domaine. Mais Tiamat Energy, c'est intéressant. Ils ont un brevet du CEA qu'ils utilisent. Je crois qu'ils ont signé un deal avec des Chinois, parce que je pense que ça va s'industrialiser en Chine. Mais ça, c'est vraiment la grosse tendance sur les voitures électriques. Le secteur à regarder, batterie au sodium. Sodium-ion, je pense qu'il faut aller voir un peu ce qui se passe là-dedans. Parce que c'est notre seule chance de s'extraire de cette dépendance un peu mortifère à la Chine, qui n'hésitera pas à nous couper la vivre quand ils en auront envie. Alors, parce que l'Europe, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 jours, l'Europe, il y a un rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une Cour des comptes. Bon, très bien. Il faut bien qu'on paye les gens à faire quelque chose. Donc, Cour des comptes de l'Union européenne qui dit attention, 2035, interdire les voitures électriques, c'est bien, mais pour l'instant, on va les importer, parce qu'on ne pourra pas les fabriquer nous-mêmes. Ah, c'est con. Oui. Et en fait, la Commission européenne s'est rendue compte récemment que pour faire des voitures électriques, il y avait besoin de batteries. Alors ça, ils l'ont vu. On va faire un Airbus des batteries. Et puis maintenant, ils se rendent compte, ah oui, mais dans les batteries, il y a des métaux. Ah, est-ce qu'on a les métaux? Non. Ah merde. Bon. Et donc là, par exemple, on va sur le cobalt. Ça, c'est quelque chose que je présentais il y a 4 ans. C'est une étude du JRC, donc c'est le Joint Research Center. C'est vraiment dans les institutions européennes. Ils le savaient déjà il y a 4 ans, c'est leur graphique. Je crois que c'est 2019 ou 2018. Donc on voit que, par exemple, en 2030, on peut couvrir 10% de la demande de cobalt. Donc moi, je suis assez impatient parce que là, l'Union européenne a dit, on a vu que dans les voitures électriques, il y avait des batteries. Première étape. Là, on a vu qu'il y avait des métaux. Attention, la prochaine étape, c'est ça marche avec de l'électricité. Et là, on va se rendre compte qu'on n'en a pas. Bon. Alors, on a quand même donc cet Airbus des batteries, ce très très beau projet. La France croit beaucoup. C'est le projet un peu drapeau de Bruno Le Maire, son fameux Airbus des batteries. Alors c'est très beau tout ça, sauf que avec l'augmentation du prix du gaz depuis 2021 et donc du prix de l'électricité, et en plus le petit bébé dans le dos que nous a fait Joe Biden avec son fameux Inflation Reduction Act, qui est juste une façon de faire du protectionnisme en violant toutes les règles de l'OMC, eh bien 70% de ce projet, 70%, 7 sur 10, sont à risque de partir aux États-Unis. Donc on passerait tranquillement d'un Airbus des batteries à un Boeing des batteries. C'est concrètement la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, les gens qui veulent s'implanter en Europe,
En fait, une batterie, je vais peut-être faire une révélation pour vous, mais ça ne se fabrique pas avec un panneau solaire. Une batterie de voiture électrique, ça se fabrique avec du gaz. Si vous n'avez pas de gaz, ou qui coûte par exemple 6 fois plus cher qu'aux États-Unis, comme c'est le cas actuellement, les industriels, ils ne sont pas fous. Et en plus, ils peuvent avoir le gaz moins cher, et en plus, ils vont avoir des subventions pour vendre leur voiture. Ils ne vont pas se priver. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour cette usine-là, la plus grande d'Europe, Tesla, ici que vous voyez. Eh bien, ce projet a été mis en pause. Vous savez, c'est comme dans une relation amoureuse. On va faire une pause. Donc, on l'a mis en pause et tous les équipements qui étaient prévus pour l'usine de Berlin, ils sont partis tous au Texas pour l'usine de batterie du Texas. Bon, donc c'est vrai que vouloir réindustrialiser la France, c'est bien, mais quand votre gaz naturel coûte... Alors même s'il a baissé, bien sûr, il a baissé par rapport au maximum, et là je ne suis pas encore à jour, mais je crois qu'aujourd'hui on est à peu près autour de 35 € du mégawattheure, et ça reste 6 fois plus élevé qu'aux États-Unis. C'est ça le problème. C'est qu'on va avoir durablement un gaz qui coûte plus cher aux États-Unis, pour la simple et bonne raison que même si on le paye au même prix que les Américains, de toute façon, il faudrait le transporter de chez eux à chez nous. Et que ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il faut le liquéfier, il faut le transporter, il faut le déliquéfier, il faut le gazéifier. Ça coûte plus cher que quand on le met dans un tuyau. Et pour le mettre dans un tuyau, il faut qu'il y ait des tuyaux. Il ne faut pas qu'ils explosent. Alors, heureusement, il y a encore des tuyaux qui passent en Ukraine. Donc on pourra continuer à les utiliser. D'ailleurs, c'est les seuls qui continuent à envoyer du gaz de la Russie. C'est ceux qui passent par l'Ukraine vers l'Europe. Et d'ailleurs, l'Allemagne est très inquiète que le deal qui doit être renégocié avec l'Ukraine l'an prochain, entre la Russie et l'Ukraine, n'aboutisse pas, pour une raison que j'ignore, parce que ça poserait un challenge pour leur industrie. C'est bien, ils se réveillent. Moi, j'espérais qu'ils se réveillent un peu plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, je vois que j'ai un peu dépassé. Je dis que j'allais aller vite, mais en fait, pas vraiment. La voiture électrique, est-ce que c'est vraiment la voiture du futur? Je ne sais pas. Qui est venu en voiture électrique ce matin? Personne? Bon, ok. Moi, je suis venu en tramway, ça marchait très bien. C'est vrai qu'en ville, le vélo, ça marche. Le pied aussi, ça marche bien. On se rend compte de ce genre de choses. La voiture, qu'elle soit électrique, qu'elle soit autonome, qu'elle soit ce que vous voulez, de toute façon, ça prend un peu de place en ville. Et on a l'impression que c'est plus le problème que la solution. Et d'ailleurs, alors, ça, c'est plutôt un problème de Parisiens, qui en a un petit peu moins, même si je suis sûr qu'à Bordeaux, et notamment, je crois qu'il y a un pont qui passe sur la Garonne. Hein. Parfois, c'est un petit peu embouteillé. Mais effectivement, quand vous regardez le matin, les gens sont tout seuls dans leur voiture. Taux d'occupation en Ile-de-France pour aller au travail, 1,06 personnes par voiture. Et donc, on m'a donné ce chiffre un jour que j'ai trouvé assez bluffant. Vous passez de 1,06 à 1,2, donc vous augmentez de 10%. Ça veut dire que vous faites du covoiturage une fois par semaine. Vous supprimez tous les bouchons. D'accord? Donc, si chacun faisait du covoiturage une fois par semaine, on supprime tous les bouchons. Alors, le problème, c'est qu'il y a souvent un effet rebond que vous avez peut-être vu pendant le Covid. C'est que pendant le Covid, quand personne prenait sa bagnole et qu'il n'y avait plus de bouchons, c'est là où tu dis « Ah tiens, je vais peut-être prendre ma bagnole pour voir ce que ça donne. » Et puis voilà, et puis sauf que quand tout le monde fait comme vous, il dit « Ah, fait chier, bon allez, je reprends le train parce que j'ai plus le choix. » Moi, je suis passé au vélo d'ailleurs pendant le Covid, c'était parfait, parce que la ligne 13 à Paris n'est pas très agréable. Alors, la fameuse transition énergétique dans le transport, ça c'est aussi une autre fake news, hein, comme vous le voyez. 80% des trajets parcourus, c'est en bagnole. Voilà, ça n'a pas bougé. On peut faire du vélo, on peut faire de la trottinette, on peut faire ce que vous voulez, du planeur, du tramway. Ça n'a pas bougé d'IOTA. Et même pire, ça s'est aggravé. Ça, c'est l'effet Covid, vous savez. Hop là. Je vais peut-être y aller en voiture finalement, parce qu'il y a moins de transports en commun, donc plus de bagnoles. Et là, on est toujours à 83%, donc on est toujours plus élevé, quoi. Donc ça ne bouge pas. Pour la simple et bonne raison que le problème de mobilité en France, ce n'est pas les gens, les Parisiens ou les Bordelais qui ont accès à beaucoup de solutions. C'est ceux qui n'ont pas le choix et c'est ceux qui n'ont pas d'alternative. Et c'est de ces gens-là, d'ailleurs, qu'il faut s'occuper. Une petite dernière, avant de terminer, sur quel est le moyen de transport le plus utilisé, si je ne dis pas de bêtises, pour faire plus de 100 km. Là? Et non, c'est l'avion. C'est dommage. Et oui, le moyen de transport le plus utilisé, c'est l'avion. Quand on additionne, ça c'est le transport à longue distance, je prends tous les trajets, chaque part, je fais la somme,
Et oui, alors forcément, plutôt quand on fait des plus longs trajets, mais comme ça fait beaucoup de kilomètres, et voilà, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, ça reste le moyen de transport le plus utilisé. Et sachez que d'ailleurs, la moitié des trajets en avion est faite par 2%. 2% des Français, 28% qui font le reste, 70% qui ne prennent pas l'avion. Voilà, donc quelle est la mobilité, quelle est la mobilité du futur? Ça peut ressembler à un truc un peu comme ça. Ça, c'était notre réseau ferré, vous voyez. Au sortir de la Première Guerre mondiale, grosso modo, il y avait un train qui allait dans toutes les villes de France. Donc pour se déplacer, c'était pas très compliqué. La courte distance, c'était en vélo. La longue distance, ça se passait en train. Ça, c'est quand on n'avait pas de bagnole et ça marchait assez bien. Et voilà, quelques idées de mobilité du futur, sans faire de pub. Je ne suis pas sponsorisé par Gitane. Mais pour ceux qui n'ont jamais essayé le vélo, n'hésitez pas. Et surtout à prendre une petite batterie en plus. Ça permet d'arriver tranquillement, en bonne condition, et pas en nage au travail, pour passer une bonne journée. Voilà, j'ai un tout petit peu dépassé. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'échanges.